je suis effectivement sous-directeur adjoint à la sous-direction expertise de l'ANSSI, donc je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'ANSSI dans l'assistance. Donc la mission de l'agence, c'est d'assurer la sécurité des systèmes d'information de l'État et au-delà. Donc notamment des opérateurs d'importance vitale et donc avec un périmètre assez large. Et à ce titre, la problématique des objets connectés fait partie de notre périmètre. Donc, on va commencer par introduire un peu notre sujet. Qu'est-ce que c'est que les objets connectés? Qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets et des objets connectés? Bon, c'est assez simple. On part d'objets physiques et on leur ajoute un ordinateur et donc un ordinateur pour permettre une prise de décision plus élaborée que ce qu'on peut faire avec de la mécanique par exemple. Et assez vite, on leur ajoute en général on leur ajoute une connexion qui permet l'échange de données avec l'extérieur, donc un échange de données bidirectionnel. On peut envoyer des données, on peut recevoir des données, recevoir des ordres. Donc il y a un peu deux points de vue sur les objets connectés. Soit on voit ça comme avant tout un ordinateur avec des capteurs qui permettent et des actionneurs qui permettent d'interagir avec le monde physique, ou à l'inverse, on le voit comme une machine qu'on a dotée d'un ordinateur. On rencontre aussi le terme que pour être honnête, j'emploie pas tous les jours, mais d'objets cyberphysiques. Alors, on va regarder quelques exemples en commençant par des choses avec relativement peu de risques, et puis en allant vers des objets où les problèmes de leur dysfonctionnement peuvent être plus importants. Donc là, ce que vous voyez, c'est une station météo. Une station météo qui peut être déployée dans des endroits relativement difficiles d'accès, qui communique à l'aide d'un protocole, j'en reparlerai un petit peu plus loin, qui s'appelle LoRaWAN, qui est basse consommation, qui permet de franchir de relativement grandes distances. Donc ça, c'est en relation avec le fait que l'objet va être déployé dans des endroits potentiellement soit difficiles d'accès, en tout cas, il n'y a pas de personnel à côté de l'objet qui va être facilement en mesure d'en faire l'entretien, par exemple. Et qu'est-ce que ça fait? Ça mesure la température, l'humidité, la pression, et ça envoie ces données pour collecte dans un réseau de collecte de données météo. Donc, bon, là, on a un objet qui est pas, dont le dysfonctionnement n'occasionnera pas, n'aura pas de grandes conséquences. Deuxième exemple dans un domaine très important des objets connectés, qui sont les objets connectés destinés à la maison connectée, la smart home. C'est une serrure connectée, donc une serrure qui communique en Bluetooth, donc avec un protocole qui permet la communication à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, et qui va pouvoir être commandée, par exemple, depuis une application sur un smartphone. Donc l'intérêt de ce genre de serrure, si on compare ça à une serrure mécanique, c'est qu'on va pouvoir donner des droits, gérer dynamiquement les droits d'accès, donc donner des droits temporaires à quelqu'un, donner des droits à quelqu'un sur une plage horaire, par exemple, certains jours de la semaine, certaines heures dans certains jours de la semaine. On va aussi pouvoir avoir une trace des ouvertures et des fermetures de la serrure. Donc là, un dysfonctionnement de ce genre de serrure ou une prise de contrôle, évidemment, ça va permettre de rentrer dans le lieu qui est contrôlé par la serrure. On passe dans le domaine professionnel. Donc là, ce qu'on voit, c'est un automate industriel. Alors un automate industriel, c'est quoi? C'est essentiellement un ordinateur dans un format qui est différent de ce dont on a l'habitude dans le grand public, et qui peut contrôler des capteurs et des actionneurs. Donc il
il est utilisé pour contrôler des machines. On peut observer des paramètres liés au fonctionnement d'une machine, une température, une vitesse de rotation, une pression, et on peut, l'automate est, comme son nom l'indique, autonome. Il exécute un programme qui, en fonction des paramètres qu'il observe, agit sur le fonctionnement de la machine. Donc, ralentir un moteur s'il y a une surchauffe. Enfin, on peut imaginer un peu toutes sortes de fonctionnements. Ça permet de s'assurer qu'une machine dans une usine ou dans un réseau de transport reste dans ses paramètres de fonctionnement, fait son travail. Et généralement, cet automate est donc relié à un réseau de contrôle dans lequel il remonte des paramètres des bons paramètres pardon, les paramètres de ces capteurs, et ce qui permet à distance de s'assurer que la machine fonctionne bien. Ça permet de remonter des anomalies, parce qu'il peut y avoir des situations d'anomalies qui demandent l'intervention de quelqu'un sur place. Donc on va pouvoir surveiller à distance l'opération de cet automate. Donc ces automates, on les retrouve, donc comme je disais, dans les usines, dans des réseaux de transport. Les usines, ça veut dire aussi, on va en retrouver dans les centrales nucléaires. Il y a un exemple très célèbre d'attaque, je vais pas en parler tout de suite, mais je le mentionne déjà à ce stade, dont je suis sûr qu'au moins une partie d'entre vous a entendu parler, qui est Stuxnet, qui est un malware qui était destiné, donc un logiciel malveillant qui était destiné à saboter le fonctionnement des centrifugeuses iraniennes qui enrichissaient de l'uranium. Et ce logiciel s'attaquait au système industriel de contrôle de ces centrifugeuses en modifiant le fonctionnement et en faisant remonter des paramètres apparemment normaux pour que le personnel présent dans ces installations ne remarque pas que le fonctionnement des centrifugeuses avait été altéré. Donc là, on a des conséquences potentielles en cas de compromission de ces équipements qui sont très variables suivant l'équipement qui est contrôlé, mais on voit bien que ça peut être assez grave. Autre exemple dont très répandu dans les foyers français, le compteur Linky, donc un compteur électrique qui remplace les compteurs mécaniques à roues historiques, et qui mesure la consommation et qui a pour principal intérêt pour le gérant du réseau électrique de ne plus nécessiter le passage dans les logements pour faire un relevé de compteur, puisque le relevé de compteur est fait par radio. Bon, il y a eu beaucoup de craintes autour de ces compteurs, les risques sont pas forcément très élevés, mais ça exporte des données qui sont quand même liées à la vie privée des gens, puisque notamment avec la consommation instantanée d'un domicile, on peut savoir si la personne est présente ou pas, hein, s'il y a des gens dans le domicile, s'il y a quelque chose qui consomme ou pas. Et puis avec des statistiques à plus long terme, on apprend des choses sur sur les habitudes des gens, même si c'est bon, parfois ce qu'on peut en déduire peut être un peu exagéré, mais ça peut aussi être corrélé à d'autres informations. Donc en tout cas, ça manipule ce qui s'apparente à des données personnelles. Des exemples issus du domaine médical. Donc là, il y a deux objets qui sont présentés. À gauche, vous avez un pacemaker qui se connecte par Bluetooth à son infrastructure de contrôle. Donc c'est pas le porteur du pacemaker qui va utiliser cette liaison Bluetooth, c'est le médecin qui va pouvoir s'interfacer avec ce pacemaker et à la fois obtenir des données sur le patient, sur ce qui s'est passé. Donc le pacemaker vérifie que le cœur fonctionne correctement et peut donc déclencher des décharges électriques pour stabiliser le rythme cardiaque en cas de nécessité. Donc le pacemaker peut
donner au médecin des informations sur le rythme cardiaque du patient, et l'infrastructure du contrôle du pacemaker peut mettre à jour le logiciel du pacemaker, puisque c'est bien, on est bien dans le modèle que j'ai présenté au départ. Ce pacemaker est contrôlé par un ordinateur, donc c'est reprogrammable. Donc là, on voit bien qu'il y a des risques qui sont importants, puisque un mauvais fonctionnement du pacemaker peut atteindre à la vie du patient. À droite, vous avez un pompe à insuline connectée, donc pour des patients diabétiques insulinodépendants. C'est une pompe à insuline classique, donc qui surveille la glycémie de la personne sur laquelle elle est implantée et qui injecte de l'insuline quand c'est nécessaire. Et elle permet, avec une application sur un smartphone, donc au porteur de la pompe, de surveiller sa glycémie et de surveiller l'action de la pompe à insuline. Donc, comme dans le cas du pacemaker, évidemment, un dysfonctionnement d'un dispositif de ce type peut amener à la mort du porteur. La voiture, alors c'est pas nécessairement une voiture connectée. Ce qui est présenté là, c'est plutôt en fait ce qu'on va trouver dans une voiture. C'est un peu le minimum de ce qu'on peut trouver dans une voiture aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre d'objets disposant de capacités de calcul dans cette voiture. Donc des radars, des calculateurs qui vont contrôler les freins, la direction. Une pédale d'accélérateur qui n'est plus du tout une pédale d'accélérateur connectée mécaniquement à un câble qui contrôle le moteur, mais qui est en fait, c'est un peu comme un dispositif de jeu vidéo, si on veut. C'est un capteur de position de la pédale avec un retour de force, donc qui permet au conducteur de sentir une résistance sur la pédale. Et puis un certain nombre de dispositifs de sécurité, donc airbags frontaux latéraux, prétensionneurs de ceinture, détecteurs de collision. Ce qui est très important dans ce diagramme, c'est pas l'ensemble des calculateurs présents dans la voiture, c'est le fait qu'ils sont tous connectés entre eux. Et ça, on en reparlera. Ça peut paraître un peu surprenant parce que, en particulier, ils sont tous connectés au tableau de bord et au dispositif. Alors, je suis désolé, j'ai pas le bon terme français, mais de infotainment, qui présente à la fois des informations sur le véhicule, par exemple, qui va vous dire que vos pneus sont peut-être ont besoin d'être regonflés, mais qui fait aussi l'interface avec la radio, avec votre smartphone, et donc avec les applications du smartphone, avec des ports USB dans lesquels on branche le smartphone. Et tout est interconnecté. La raison, j'y reviendrai un peu plus en détail, mais la raison, elle est simple, c'est que certaines fonctions de la voiture nécessitent cette interconnexion. Si vous voulez ne serait-ce qu'afficher la vitesse sur votre tableau de bord, la vitesse de rotation du moteur, eh bien, il faut transmettre une information depuis un capteur qui est relié, qui est dans le moteur, au tableau de bord, et que la façon la plus simple de faire ça, c'est de tout interconnecter sans trop s'embêter. Et on va retrouver un réflexe qu'on va retrouver dans beaucoup d'objets connectés, qui est d'interconnecter d'abord et de réfléchir ensuite, si on peut dire, parce que mettre des limitations à ces interconnexions, ça demande en fait plus de travail, et ça peut avoir des conséquences inattendues en termes fonctionnels. Donc le fonctionnel étant ce qui préoccupe avant tout les industriels, hein, ils veulent vous vendre des choses qui fonctionnent. On interconnecte massivement des calculateurs dans une voiture, et puis dans tout un tas de contextes, on interconnecte parce que c'est ce qui permet d'enrichir les fonctionnalités. Alors le dernier exemple qui a été cité en introduction et qui est presque une catégorie en soi, c'est évidemment le smartphone. Et le smartphone, alors le smartphone n'a pas d'actionneur, il peut communiquer l'information à son utilisateur parce qu'il y a un écran, parce qu'il y a un haut-parleur, mais il n'a pas d'actionneur physique.
En revanche, en termes de capteurs, on a une très très grande richesse de capteurs. Donc, bon, on a des caméras, des micros, hein, ce qui peut poser des problèmes dans des contextes où on a besoin de confidentialité. Mais on a aussi un récepteur GPS, une boussole au minimum. Et parfois, on va avoir des capteurs de température, pression, humidité. Alors ça, c'est quand même pas toujours le cas. On peut avoir aussi un récepteur radio. Un capteur auquel on pense pas toujours, et j'y reviendrai, c'est l'accéléromètre. Euh, c'est le capteur qui notamment permet à votre smartphone d'orienter correctement l'écran en fonction de la façon dont vous le tenez. Et c'est un capteur qui a qui peut avoir des usages détournés. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, bon, ça termine un peu cette revue d'exemples d'objets connectés. L'objectif n'était pas du tout d'être exhaustif, ce serait complètement impossible. Mais ça donne un assez bon panorama à la fois d'objets grand public, d'objets à usage professionnel, et des motivations pour lesquelles on transforme des objets, parce que certains de ces objets existaient déjà, hein, comme la serrure, euh, pour lesquels on transforme des objets qui ne sont pas connectés en objets connectés. Donc, c'est des raisons dont on vient de voir des exemples. La première raison, c'est d'enrichir les logiques de fonctionnement des objets, et notamment, une des raisons historiques avec la voiture, c'était d'économiser l'énergie. Quand la première introduction des ordinateurs dans une voiture, ça a été de mieux contrôler l'injection de la voiture, d'injecter une quantité de carburant à chaque tour du moteur exactement proportionnée à ce dont le moteur avait besoin en fonction de sa vitesse de révolution, de la pente dans laquelle se trouve la voiture, et de tout un tas de paramètres qu'un pur système mécanique ne peut pas prendre en compte, en tout cas simplement. Et donc, depuis des années, je ne vais pas dire de bêtises, mais 80 et sans doute 70, je pense, on met des calculateurs d'injection dans les voitures pour améliorer leur consommation. Dans les voitures, hein, on a commencé par là, ensuite on a mis des calculateurs dans les fonctions de sécurité, et ensuite seulement on a mis des calculateurs à usage plus récréatif ou de confort, et ensuite on a tout connecté. Alors connecter ces objets, un des usages c'est de permettre de déporter la commande. Donc on peut commander les objets à distance et on peut collecter des données sur leur fonctionnement à distance. C'est notamment le cas pour les calculateurs, pardon, les ordinateurs industriels. Et une dernière raison qui est très importante et qu'on rencontre aussi dans le domaine automobile et également dans l'aéronautique, c'est de faciliter le diagnostic et la maintenance. On met beaucoup plus de capteurs, enfin on met des capteurs parce qu'en fait autrefois il n'y en avait pas, par exemple dans un moteur de voiture, et donc notamment de température, de pression, et on a des calculateurs qui collectent les résultats des données remontées par ces capteurs, donc qui ne les transmettent pas forcément immédiatement, mais qui permettent à votre garagiste de savoir qu'il y a une fuite dans un tuyau parce qu'il y a une perte de pression, au contraire qu'il y a peut-être un tuyau obstrué parce qu'il y a une pression qui est trop élevée. Donc, bon, les garagistes se plaignent que leur métier n'est plus le diagnostic se résume aujourd'hui à brancher un ordinateur sur le moteur et une sonde sur le moteur, et puis la sonde permet à la voiture de dire ce qui ne va pas. Ça permet de gagner néanmoins un temps précieux en maintenance, et c'est massivement utilisé également dans l'aéronautique pour accélérer la maintenance des avions qui nécessite un personnel qualifié, donc cher. Et donc, si on peut diviser par deux le temps de maintenance d'un avion, bah, c'est un fort argument commercial pour vendre l'avion en question. De façon plus anecdotique, vous avez des brosses à dents donc là c'est sur le point concernant la collecte de données, hein, vous avez des brosses à dents qui remontent des statistiques sur le temps de brossage
et la fréquence des brossages et qui sont utilisés aux États-Unis. Alors je sais pas du tout si c'est massif ou pas, mais qui vont avoir une influence sur combien vous payez en assurance santé en fonction de votre assiduité de votre sérieux, de votre régularité à vous brosser les dents. Alors, volume des objets connectés, c'est assez difficile d'avoir des chiffres fiables parce que ça dépend énormément de ce qu'on compte. Donc, je donne un chiffre qui donne un peu l'étendue, en tout cas, du parc actuel, parce que bon, faire des prédictions, c'est encore plus hasardeux que collecter des données sur le parc déjà déployé. Donc hors smartphone et tablette, ça c'est des chiffres de 2021 qui sont issus d'une estimation de l'ARCEP. Dans le monde, 10 milliards d'objets, dans l'Union européenne, 1,8 milliard d'objets connectés, et en France, 244 milliards d'objets connectés. Il me semble que ces chiffres ne concernent que les objets à usage personnel. Ces objets à usage personnel, c'est environ 60% des objets connectés au sens large. Et donc, les objets à usage personnel, pardon, c'est principalement ce qui est destiné à la maison, donc sécurité, mais aussi thermostat connecté, ou vous pouvez avoir des systèmes audio connectés que vous déployez chez vous, ce genre de choses. Bon, évidemment, la croissance avérée sur les 10 dernières années, c'est x2, et on attend une croissance dans le futur plus élevée que ça. Donc je mentionne le rapport France Stratégie duquel ce chiffre est issu et qui comporte beaucoup d'autres données très intéressantes sur ces objets connectés. Alors donc le sujet du jour, hein, c'est les risques associés aux objets connectés. Donc on va regarder ça sous différents angles. La première chose dont il faut être conscient, c'est que les risques associés aux objets connectés sont très très dépendants de la visibilité de ces objets. Donc les objets connectés, en réalité, se connectent via une grande variété de protocoles. Donc, je vous assène un certain nombre d'acronymes sur ce transparent. Vous avez des objets connectés qui vont utiliser les réseaux mobiles, donc 4G, 5G. Ça va typiquement être des objets qui sont connectés tout le temps et qui ont accès à Internet. Alors, donc ils peuvent se connecter à tout. Ils peuvent décider de se connecter à un ordinateur au fin fond de la Chine s'ils veulent. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont visibles depuis Internet, parce que dans les objets qui ont accès à Internet, il y a deux catégories. Il y a des objets qui sont directement connectés à Internet. Eux sont visibles. Ils ont ce qu'on appelle une adresse IP. Et donc, non seulement ils peuvent se connecter à ce qu'ils veulent sur Internet, mais n'importe qui peut se connecter à eux sur Internet. Donc ça, c'est pas neutre du tout en termes de sécurité. Et il y a des objets qui accèdent à Internet via une infrastructure d'un opérateur qui opère ces objets. Et donc, eux, typiquement, peuvent établir une connexion vers Internet, mais un ordinateur quelconque sur Internet ne peut pas directement établir une connexion vers eux. Donc, on est dans une situation un petit peu plus nuancée en termes de sécurité, dans le sens où l'attaque directe sur ces objets n'est pas possible. Ensuite, vous avez un certain nombre d'objets qui sont connectés à un réseau domestique ou d'entreprise. Alors, c'est pas toujours très différent de la situation connexion Internet via une infrastructure dédiée. Donc, par exemple, c'est des objets connectés que vous avez chez vous et qui se connectent à votre Wi-Fi. Donc, via votre Wi-Fi, ils ont accès à Internet, mais exactement comme dans le cas d'infrastructures dédiées, un ordinateur quelconque sur Internet ne peut pas directement accéder à ces objets. Donc, il y a, si on va, donc là, on va des objets qui ont le plus de connectivité aux objets qui en ont le moins. Il y a un certain nombre d'objets qui se connectent uniquement via des protocoles de proximité. Donc, un objet, un casque Bluetooth, par exemple. Donc, lui ne va communiquer que, en principe, que avec des objets avec lesquels il est appairé.
Et les caractéristiques physiques du protocole de connexion font que au-delà d'une certaine distance, ça ne fonctionne pas et c'est pas fait pour permettre le relais pour une connexion indirecte entre machines. Donc ça peut être du Bluetooth et ça peut être aussi des connexions en champ proche comme une carte bancaire qui fait un paiement sans contact par exemple. C'est le logo NFC qu'on retrouve en haut du transparent. Et enfin, vous avez des objets qui sont à la limite alors je m'aperçois qu'il me manque une catégorie là, pardon. Et donc vous avez des protocoles spécifiquement objets connectés, qui sont les protocoles Zigbee, Sigfox ou LoRaWAN, qui sont, alors ces protocoles-là ne permettent pas, c'est distinct d'Internet. Donc quand un objet parle un protocole Zigbee ou Sigfox, il ne peut pas directement aller sur Internet. C'est des protocoles qui sont faits pour être basse consommation, dans le cas de Sigfox et LoRaWAN qui sont faits pour permettre des communications relativement longue distance. En général, c'est une connexion qui est intermittente, en tout cas dans le cas de LoRaWAN, c'est le cas. Et donc ça, c'est très adapté. C'était le protocole de la station météo que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est très adapté à un objet qui fonctionne sur batterie, donc qui doit absolument économiser l'énergie au maximum, et qui est déployé, qui est inaccessible, en tout cas la plupart du temps. Et donc, on ne veut pas intervenir régulièrement sur l'objet pour lui changer la batterie, ou on ne veut pas se limiter à des endroits de déploiement où l'électricité est disponible pour permettre une grande autonomie. Et enfin, vous avez des objets qui sont à la limite de l'objet connecté en réalité, qui ne permettent qu'une connexion filaire directe. C'est le cas de certains objets de santé, qui sont par exemple sur lesquels on peut se connecter par USB, mais la plupart du temps ils sont débranchés et si on n'est pas branché directement dessus, on ne peut pas communiquer avec eux. Donc bon, c'est une catégorie, on peut contester le fait qu'elle rentre dans le périmètre du propos du jour, mais il y a quand même parfois des risques associés à ces objets-là pour quelqu'un qui pourrait accéder à l'objet et se brancher dessus. Et il y a des attaques qui sont quand même plus faciles que d'ouvrir l'objet pour perturber son fonctionnement. Donc il faut un petit peu garder à l'esprit, bon évidemment le but n'est pas de retenir ces protocoles, mais garder à l'esprit que les risques vont être gradués en fonction de la facilité qu'il y a à communiquer avec des objets. Alors un premier risque qui concerne, qui est le risque numéro un pour les dispositifs grand public, qui est la collecte de données et la collecte de données personnelles. La collecte de données, elle peut être légitime, c'est-à-dire que vous achetez un objet, quand vous le mettez en service, vous acceptez des conditions d'utilisation, et ces conditions d'utilisation, bon, en général, personne ne les lit. Ces conditions d'utilisation vont indiquer que les données liées à l'usage de l'objet que vous venez d'acquérir peuvent être utilisées par l'entreprise qui vous vend l'objet et qui opère l'infrastructure qui permet à l'objet de fonctionner. Et puis, cette entreprise se donne le droit de revendre ces données pour divers usages et vous allez dire que vous êtes d'accord avec ça. Ça peut aussi être lié, bien sûr, à un accès illicite à l'infrastructure de l'entreprise en question, qui n'a peut-être pas prévu de revendre leurs données, vos données, pardon, mais qui va se faire voler ces données pour divers usages. Alors, ça peut être, si c'est ne serait-ce que, je vais vous donner un exemple qui paraît bénin, mais qui n'est pas forcément tant que ça. En général, au minimum dans ces données, il y a une association d'un nom réel et d'une adresse mail. Et cette association-là, elle permet de faciliter des attaques par phishing. Parce que quand vous recevez un mail à votre nom, vous êtes plus susceptible de le lire que quand c'est un mail dont on sent bien qu'il est générique. Et donc, une donnée qui paraît relativement banale comme une telle association peut avoir une valeur commerciale pour des gens qui ont volé des données. Donc ces appareils connectés grand public, ils peuvent avoir des capteurs
qui ont un usage légitime et qui peut être détourné de son usage prévu. Donc là, à droite, vous avez une télévision connectée disposant d'une caméra. Cette caméra, elle peut servir juste à savoir combien de personnes sont devant la télé à un moment donné. Mais bien sûr, quelqu'un qui accède à cette caméra, évidemment, peut accéder au domicile à un dispositif espion dans le domicile dans lequel elle est déployée. Donc, on voit bien qu'il y a des possibilités de détournement. L'ampoule connectée, représentée à gauche, si vous avez accès simplement à la donnée de savoir si elle est allumée ou éteinte, ben, ça vous donne de l'information sur la présence de personnes au domicile où elle est installée. Donc on a dit les objets connectés, c'est des capteurs, c'est aussi des actionneurs. Quand il y a des actionneurs, il y a un risque bien souvent d'atteinte aux personnes. On en a déjà parlé dans le cas des objets de santé et du pacemaker, donc c'est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure, où il y a un risque potentiel là d'atteinte à la vie du patient sur lequel il est implanté. Le modèle, en tout cas la marque là du modèle, un Medtronic, elle n'est pas choisie au hasard. C'est un pacemaker connecté sur lequel il y a eu une présentation à Black Hat 2018, donc une conférence de sécurité, qui mettait en évidence de multiples vulnérabilités à la fois du pacemaker, de son système de mise à jour, parce que bien sûr on peut mettre à jour le logiciel du pacemaker. Donc le logiciel, il n'y avait aucune authentification de la mise à jour du logiciel, ce qui veut dire qu'on peut déployer sur le pacemaker un logiciel qui n'a pas été fait par le fabricant du pacemaker. Et il y avait également des vulnérabilités dans l'infrastructure de gestion du pacemaker, donc les systèmes déployés chez les médecins, qui permettent de dialoguer avec le pacemaker. Et donc ce système était susceptible d'être intrusé par des attaquants. Donc couplé avec les problèmes de mise à jour dont je viens de parler, il y a un risque réel de, de détournement du système pour atteindre aux vies du patient. Une partie des vulnérabilités ont été corrigées, c'est pas très très clair le statut actuel de ces équipements. Donc au milieu, vous avez une Jeep qui a été qui s'est rendue célèbre dans les communautés de sécurité informatique parce que c'est un des premiers véhicules qui a été piraté à distance en 2015. Donc c'est une Jeep Cherokee en modèle de 2015 qui a été compromise. Donc il y a eu une présentation également dans une conférence de sécurité DEFCON en 2015. Et donc c'est un des premiers véhicules qui disposait d'une connexion Internet, pour le coup accessible depuis Internet. Donc un ordinateur sur Internet pouvait communiquer avec ce véhicule sans être sollicité par le véhicule. Il suffit de connaître l'adresse IP, l'adresse Internet du véhicule, ce qui peut s'obtenir. Hein, ça peut paraître une donnée un petit peu privée, mais en réalité, dans le cadre d'une attaque ciblée, il est possible d'obtenir cette adresse. Et à travers de multiples vulnérabilités des calculateurs du véhicule, des attaquants, donc en l'occurrence académiques, qui cherchaient pas spécialement à s'en prendre aux propriétaires de véhicules, ont été en mesure de prendre contrôle des freins, de l'accélérateur et de la direction du véhicule à distance. Et l'attaque procédait en plusieurs étapes. Donc bien sûr venait par la connexion internet du véhicule et franchissait plusieurs barrières de calculateurs à l'intérieur du véhicule pour atteindre les calculateurs qui contrôlent les fonctions que je viens d'évoquer. Donc ça illustre principalement le fait que le fait d'avoir des connexions entre calculateurs sans barrière, sans filtrage de ce qui peut communiquer entre ces calculateurs, peut présenter un risque important pour la sécurité d'un véhicule, surtout évidemment s'il est connecté à Internet comme c'était le cas. À droite, ce que vous voyez, c'est une usine de traitement de l'eau. Pourquoi j'ai mis cette illustration? Parce que
Plus récemment, là, c'est en 2021, il y a eu une attaque. Alors là, c'était pas une attaque académique, une vraie attaque sur une usine de traitement de l'eau en Floride, qui visait à changer les niveaux de concentration de certains produits utilisés pour assainir l'eau, donc en l'occurrence de la soude, donc un produit quand même dangereux, où un attaquant à distance est parvenu à multiplier par 100 la concentration de soude utilisée dans l'eau pour la désinfecter. Heureusement, l'attaque a été détectée immédiatement par un humain, hein, par un opérateur qui était présent dans l'usine, et donc il n'y a pas eu de conséquences sanitaires. À l'occasion de cette attaque, il y a quand même beaucoup euh, d'usines d'usines de traitement de l'eau qui ont mentionné que oui, elles voient des attaques et que, y a, que la plupart des attaques ne sont pas remontées en réalité. Donc il y a des tentatives de connexion à des systèmes industriels de contrôle de ce genre d'installation en relativement grand nombre, qui se sont a priori pas traduits jusqu'à présent par des conséquences graves, mais euh, il faut savoir qu'il y a des usines de traitement de l'eau qui sont connectées à Internet, et dans le cas de cette attaque en Floride, euh, la, la, l'attaque a été possible parce que ces systèmes industriels étaient connectés à Internet avec une protection pour le contrôle d'accès, mais qui était simplement un contrôle par mot de passe. Et donc, il y avait probablement un mot de passe faible qui a été utilisé et qui a été simplement deviné par l'attaquant qui est rentré dans le système. Donc, présence d'actionneurs, évidemment, de nombreux risques. Euh, les objets connectés peuvent également parfois servir à simplement de relais dans une attaque qui a pour cible autre chose que les objets connectés lui-même. Donc, ce que vous voyez dans l'exemple qui est donné plus bas, c'est une ampoule connectée Philips qui se connecte donc à un réseau domestique par un objet également vendu par Philips, qui fait le lien entre une connexion Zigbee, donc locale, spécifique aux objets connectés, et un réseau Wi-Fi, typiquement un réseau domestique. Euh, donc c'est un système sur lequel il y a eu des attaques en deux temps. Donc dans un premier temps, une vulnérabilité du contrôleur Zigbee de l'ampoule permet à un attaquant de déconnecter l'ampoule du réseau domestique sur lequel elle est normalement connectée et de prendre contrôle de l'ampoule et d'installer sur l'ampoule un logiciel qui n'est pas le logiciel normal de fonctionnement de l'ampoule et qui va permettre à l'attaquant de déployer les étapes suivantes de sa compromission. L'attaque repose sur le fait que le propriétaire de l'ampoule va s'apercevoir que l'ampoule ne fonctionne plus normalement puisqu'elle est plus appariée au, au hub d'accès central. Et donc on attend que la personne se reconnecte l'ampoule, donc apparie l'ampoule au hub pour qu'elle fonctionne à nouveau normalement. Ce que le propriétaire de l'ampoule ne sait pas, c'est que l'ampoule reste sous le contrôle de l'attaquant parce qu'il a installé un logiciel modifié dessus. Et par l'exploitation d'une deuxième vulnérabilité sur le hub Philips central, l'attaquant, oui pardon, là j'ai une petite désynchronisation, donc l'attaquant a pris le contrôle de l'ampoule, et dans un deuxième temps, l'attaquant prend le contrôle du hub Philips central, et une fois qu'il est là, il a accès au réseau Wi-Fi, au réseau domestique sur lequel les ampoules sont connectées. Et là, et ben là, il peut déployer les étapes suivantes de son attaque, s'installer dans le réseau, essayer de compromettre des machines à l'intérieur du réseau par exemple, ou observer du trafic. Une autre latéralisation possible pour l'attaquant, c'est d'aller compromettre d'autres ampoules. Là, c'est plus anecdotique, mais de proche en proche, les ampoules peuvent être compromises. Donc, s'il y a une densité suffisante de ces ampoules connectées, on peut transformer tout un quartier en grand sapin de Noël avec ce genre d'attaque. Et c'est une des choses que les académiques, puisque là c'est aussi une attaque qui vient du monde académique, ont montré qu'il était possible de faire.
Mais c'est un scénario qui n'est pas anecdotique parce que vous allez le rencontrer dans le monde professionnel avec par exemple des imprimantes qui sont connectées à des réseaux relativement sensibles, mais qui, si leur sécurité n'est pas correctement gérée, peuvent garder une connexion Wi-Fi vers l'extérieur et l'exploitation de vulnérabilités sur cette connexion Wi-Fi peut constituer un point d'entrée sur des réseaux sensibles. Donc c'est un point, il peut y avoir des applications plus à visée d'espionnage de ce genre de scénario qui sont pas du tout bénis. Les objets connectés, on l'a dit, sont déployés en très grand nombre et un risque indirect également associé à certains parcs d'objets connectés, c'est l'utilisation de ces objets connectés pour déstabiliser des infrastructures. Alors, dans le monde purement informatique, déstabiliser une infrastructure, ça s'appelle une attaque en déni de service. Donc, il y a un exemple qui avait été assez relayé dans la presse, qui est un, un maliciel qui s'appelle Mirai, qui était parvenu à compromettre un grand nombre de caméras connectées. Donc, j'ai pas le nombre exact, mais des centaines de milliers de caméras connectées. Ça a constitué un réseau qui permettait, donc ces caméras connectées avaient accès à Internet, donc elles pouvaient se mettre à, comme elles étaient sous contrôle d'un attaquant unique, elles pouvaient se connecter à une ressource sur Internet, donc par exemple un serveur web, donc là j'ai pris l'exemple du serveur web de l'Elysée, mais ça peut être une machine quelconque visible sur Internet, et en dirigeant une grande quantité de trafic vers ces machines exposées sur Internet, faire tomber des services sur Internet. Donc ça peut être faire tomber un site web, ça peut aussi être rendre le fonctionnement de machines sur Internet impossible. Il ne s'agit pas forcément de machines qui opèrent un site web, hein. Ça peut être toute machine dont on veut perturber le fonctionnement et qui est visible depuis Internet. Alors il y a des services spécialisés, des grands hébergeurs qui proposent une protection contre ce type d'attaque. Euh, un autre exemple plus spécialisé, mais de choses qu'on peut imaginer avec ce genre d'attaque massive, c'est vous imaginez que vous avez des thermostats connectés en grand nombre et que vous êtes capable de contrôler à distance. Et bien si tout à coup vous êtes capable d'allumer des millions de chauffages électriques à l'intérieur d'un pays en même temps, eh bien vous allez probablement faire tomber l'infrastructure électrique du pays. Donc il y a des chemins d'attaque un peu indirects liés au contrôle massif, à la compromission massive d'objets connectés. Alors plutôt des objets directement visibles depuis Internet ou indirectement accessibles depuis Internet et qu'on va pouvoir compromettre en ayant compromis dans un premier temps l'infrastructure auquel ils sont connectés. Et une fois qu'on contrôle ces objets, ben, on peut faire des choses assez désagréables. Euh, un dernier sujet que je veux aborder, donc c'est un dernier risque. On peut contester un peu le fait qu'il rentre bien dans cette typologie de risque, mais je pense qu'il est important d'en parler. Les objets connectés dépendent généralement d'une infrastructure qui est nécessaire à leur fonctionnement. Et c'est particulièrement vrai quand ces objets non seulement dépendent d'une infrastructure de l'entreprise qui vous l'a vendu, mais dépendent de connexions avec d'autres infrastructures externes. Alors vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. Les premières télévisions connectées, donc ça a environ une dizaine d'années, hein, les télévisions en mesure de se connecter à Internet, eh bien vous avez aujourd'hui des télévisions connectées dont les fonctionnalités connectées commencent à mourir parce que euh, là, vous avez une télé de marque Vizio qui est présentée, vendue en 2012. Eh bien, cette télévision permettait de naviguer sur Internet, permettait de regarder des vidéos YouTube, de vous connecter à votre compte Amazon. Mais pour tout ça, il fallait que des applications spécifiques soient maintenues sur la télévision.
et ces applications se connectent à des infrastructures tierces. L'application YouTube, elle se connecte à l'infrastructure Google, l'application Amazon, évidemment, à Amazon. Le navigateur web, lui, alors je ne sais pas vous dire s'il se connecte directement à Internet ou pas, mais en tout cas, il a besoin d'être maintenu parce que les standards d'Internet évoluent. Et quand le fabricant de la télévision estime que ça n'a plus d'intérêt commercial de maintenir ces applications, parce que bien sûr l'infrastructure de Google évolue, donc si votre application YouTube vous ne la faites pas évoluer, au bout d'un moment ça ne fonctionne plus, elle se connecte plus à YouTube. Même chose pour Amazon. Eh bien ces applications qui ne sont plus maintenues ne fonctionnent plus, et donc votre télé peu à peu meurt dans le sens où ces services un à un cessent de fonctionner. Et donc, ce constat a été fait sur ce modèle précis de télévision, donc modèle commercialisé en 2012. À partir de 2018, plus de YouTube, plus d'Amazon, plus de navigateur web. Bon, c'est pas très grave, mais on voit bien que la durée de vie de la télévision est compromise par l'absence de maintien de ces fonctionnalités. Alors, un petit peu plus proche de nous, Nest, donc une entreprise américaine qui vendait des objets connectés pour la maison, enfin qui vend des objets connectés pour la maison, et notamment qui est connu pour ses thermostats connectés. Donc c'est des thermostats que vous pouvez contrôler par exemple depuis une application de votre smartphone ou depuis des objets tiers comme des objets, des enceintes connectées de type Amazon par exemple. Je ne me souviens plus du nom du produit Amazon, bref. Donc là aussi, ces objets, pour continuer à fonctionner, ils ont besoin d'un maintien, parce que quand vous avez une connexion entre un thermostat Nest et une enceinte Amazon, l'infrastructure Amazon évolue, et si vous ne maintenez pas cette connexion, elle finira par cesser de fonctionner. Donc le programme de Nest qui permettait la connexion avec des objets qui ne sont pas fabriqués par Nest s'appelait Works with Nest, et cette entreprise Nest a été rachetée par Google. En 2019, Google a annoncé la fin du programme Works with Nest, et peu à peu, les objets qui permettaient de contrôler les produits Nest ont cessé de pouvoir le faire. Et donc le thermostat lui-même fonctionne toujours, il n'est pas complètement inutile puisque on peut l'utiliser comme un thermostat classique, donc directement depuis le thermostat, mais les fonctionnalités de connexion avec l'extérieur ne fonctionnent plus. Un exemple nettement plus grave, même s'il concerne relativement peu de gens, et dans le domaine de la santé. Donc là, vous avez une prothèse pour des aveugles, donc un implant rétinien. Là, ça paraît assez futuriste, hein, mais en réalité, ça a une dizaine d'années. Donc des implants rétiniens qui ont été implantés, non pas en test, hein, c'est réellement des objets qui ont été approuvés chez des aveugles. Alors la plupart du temps c'était sur un œil et pas sur les deux yeux. Il y a quand même une personne qui a eu les deux yeux implantés et qui permettait pour certains, pour certaines causes de cécité, à des aveugles de retrouver une vision un peu primitive. Donc les objets ont été approuvés en 2011 aux États-Unis et en 2013 en Europe. L'entreprise qui commercialisait cet implant s'appelle Second Sight, et donc l'objet là qui est montré, c'est la prothèse que vous voyez à droite qui s'appelle Argus 2. Donc le système complet est composé de la prothèse qui est implantée de façon chirurgicale dans l'œil et d'une paire de lunettes avec une caméra centrale, avec un dispositif sans fil qui permet d'alimenter la prothèse dans l'œil et de lui transmettre une image simplifiée issue de la caméra, avec un système à la ceinture, là, comme vous le voyez au centre. Et cet implant a été abandonné en 2020 parce que l'entreprise qui le commercialise a eu des difficultés financières. Elle a fusionné avec une autre entreprise dont les priorités étaient complètement différentes. Et donc, ces implants ont été abandonnés. Et du jour au lendemain, ils ont cessé de fonctionner.
bon, alors on peut se dire que les gens se retrouvent dans la situation où ils étaient avant. Ils étaient aveugles quelque part. Ils sont pas dans un état plus grave que l'état dans lequel ils étaient avant la pose de l'implant. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que ils ont cet implant qui est posé dans leur œil et qui peut poser des risques d'infection. On ne sait pas très bien comment ces implants vont vieillir. Et donc là, on a une situation d'obsolescence particulièrement aiguë liée au fait que la fin de vie de ces objets n'a absolument pas été pensée. Alors donc ces exemples constituent la fin de ma présentation sur les risques des objets connectés. Je pense qu'on a fait un tour assez complet hein, de ce qui peut des problèmes qu'on peut avoir autour de ces objets. Donc évidemment la question que ça appelle, c'est qu'est-ce qu'on peut faire face à ça. Alors je le redirai, mais ouais, une première idée importante hein, sur la sécurisation des objets connectés, c'est qu'on a des situations très différentes, suivant que on a des objets à usage purement de confort, à usage personnel, ou des objets à usage professionnel, industriel, avec des actionneurs, des objets de santé qui peuvent avoir évidemment une influence très importante sur la santé des porteurs. Donc on va essayer de faire un peu des distinctions à l'intérieur de tout ça. Le premier réflexe, alors ça c'est, je parle un peu pour l'ANSSI, mais le premier réflexe qu'on peut avoir, et particulièrement dans ma sous-direction, c'est de dire la sécurisation des objets connectés, c'est un problème technique. Donc il y a des obstacles qui sont bien sûr spécifiques aux objets connectés. On a des objets qui ont des ressources qui sont limitées. On peut peut-être pas les mettre à jour, pas facilement communiquer avec eux, pas tout le temps. Les débits sont limités. Il y a un certain nombre de choses qu'on sait faire sur un ordinateur ou un smartphone, qu'on peut considérer comme un objet connecté, mais qui est un peu à la frontière, hein, étant donné le fait qu'il a une puissance de calcul importante. Il se rapproche aussi beaucoup d'un ordinateur classique. Ce que vous pouvez faire sur un PC ou un smartphone, vous pouvez peut-être pas le faire sur une station radio qui consomme très très peu, une station météo qui consomme très très peu. Donc des mesures de sécurité que vous voudriez mettre en place, comme du cloisonnement, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais du cloisonnement entre fonctions dans un produit qui permet d'éviter que quand une fonction est compromise, cette compromission puisse s'étendre à d'autres fonctions de l'objet. Sur un objet connecté, vous pourrez peut-être pas le faire parce que vous n'avez pas les ressources de calcul, de mémoire, de communication nécessaires pour mettre en place ces mesures. Donc on peut se dire que c'est un problème technique, la sécurisation des objets connectés. En réalité, il y a bien sûr des cas où on est un peu embêté, mais l'obstacle n'est pas principalement technique. Ce qu'on peut faire sur des ordinateurs, bien souvent, en théorie, on pourrait le faire sur des objets connectés, au moins en partie, développer de façon sécurisée, avoir des logiciels, essayer de contrôler les vulnérabilités dans le logiciel. Par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi bien sur un PC qui a une puissance de calcul très importante que sur un objet qui n'en a pas. L'obstacle, il vient en réalité du fait que ces objets, ils sont pas faits par dans les mêmes conditions que les ordinateurs dont on dispose depuis plus longtemps. Alors pour les objets grand public, c'est particulièrement vrai parce que on a des objets qui bien souvent coûtent pas cher, pour lesquels il n'est pas économiquement viable de prévoir une gestion du cycle de vie. Donc on va se dire, on va permettre aux objets de se mettre à jour, on va permettre dans 10 ans qu'ils fonctionnent encore correctement. Vu le prix auquel ils sont vendus, vu les volumes de vente qui sont attendus, c'est tout simplement pas viable de prévoir tout ça. Il y a aussi un grand nombre d'acteurs sur ces marchés avec beaucoup d'entreprises qui sont pas dans notre espace économique, hein, des entreprises chinoises, je vous apprends rien, qui se livrent à une compétition féroce et qui n'ont pas, qui ne peuvent absolument pas investir les sommes nécessaires pour faire de la sécurité. Dans le cas des objets grand public, c'est assez difficile de contrôler ces questions de sécurité.
Néanmoins, les nuisances de ces objets sont relativement limitées. Alors bon, il y a, sauf exception, hein, le smart home et tout ce qui concerne la sécurité des domiciles peut poser des problèmes. Et on a surtout un problème de gestion de données personnelles et on va y revenir tout de suite. Dans l'usage professionnel, évidemment, c'est différent. Pourquoi on a des problèmes de sécurité aujourd'hui? Parce qu'on a des gens qui viennent d'un domaine où qui souvent n'ont pas cette culture de sécurité numérique pour des raisons un peu historiques. Dans le domaine des objets de santé, par exemple, il y a bien sûr des contraintes de sécurité qui sont prises en compte, mais on a des contraintes par exemple, on a des normes sur les matériaux employés pour éviter que ça pose des problèmes de biocompatibilité. On veut absolument, on a une problématique de fiabilité, mais pas d'attaquants qui perturbent le fonctionnement des objets. Dans le domaine des automates industriels, c'est un peu pareil. La sûreté de fonctionnement est prise en compte depuis très longtemps, donc avec de la redondance, avec parfois du code informatique qui va être prouvé pour s'assurer qu'il fait exactement ce qu'on veut. C'est le cas dans le nucléaire, dans les transports, par exemple. Mais c'est la sûreté de fonctionnement, il n'y a pas d'attaquant. On veut que ce soit fiable. Et donc, aujourd'hui, ces industries, peu à peu, sont en train d'évoluer pour prendre en compte ces nouveaux risques numériques. On a quand même des problèmes quand il y a dans des industries qui recourent massivement à la sous-traitance, et je pense en particulier à l'automobile, où ces problématiques ont du mal à être prises en compte correctement parce que le constructeur automobile, en réalité, c'est un assembleur qui ne maîtrise pas toujours ces problématiques de sécurité. Néanmoins, ça évolue et ça évolue surtout dans les domaines où on arrive à identifier des acteurs avec lesquels il est possible de travailler. Et je vais citer les automates industriels parce qu'il y a assez peu d'industriels qui vendent ce genre d'équipement et on arrive à dialoguer avec eux et à faire des vrais progrès. Donc il y a des outils réglementaires. Donc je parlais des données personnelles hein, pour lesquelles on a un cadre réglementaire qui est bien établi au niveau européen, avec le RGPD qui avait déjà un prédécesseur depuis assez longtemps, hein, depuis 1995. Pour ce qui concerne la sécurisation des objets connectés, il y a une initiative anglaise qui est plutôt pas mal pour un niveau de sécurité bas, qui s'appelle Secure by Design, qui vise à mettre en place des principes un peu de base pour de sécurisation des objets. C'est du bon sens, mais pour le grand public, c'est déjà pas mal. On a un futur schéma européen de certification des objets connectés qui rentre dans le cadre d'un règlement européen qui s'appelle le Cyber Security Act de 2019. Aux États-Unis, il y a un règlement qui concerne surtout l'État fédéral, qui est le Cyber Security Improvement Act, qui vise à réglementer les objets que l'État fédéral achète. Et on a la directive NIS européenne qui vise plutôt à sécuriser des systèmes d'information d'opérateurs, ce qu'on appelle en France des opérateurs d'importance vitale en vocabulaire loi de programmation militaire. Et bientôt NIS V2 qui va étendre au niveau européen le périmètre de NIS. L'approche qui est sans doute plus efficace que les réglementations généralistes, c'est des approches sectorielles. Donc il y a déjà des choses qui existent dans le domaine des objets de santé et dans le domaine des véhicules. Néanmoins, c'est encore assez vague. Il n'y a pas d'exigence précise souvent en termes de sécurité. Il n'y a pas non plus de méthode d'évaluation, ce qui est un vrai problème. Et donc, c'est des choses qui vont beaucoup évoluer. Donc, pour conclure, et s'il y a quelques idées à retenir, je pense qu'elles sont là. On voit que les enjeux sont très très variables selon les domaines. Hein, les objets grand public, des problématiques relativement, malgré tout, maîtrisées autour des données personnelles. Des objets plus sensibles pour lesquels il y a des vrais progrès à faire en termes de réglementation, sans doute. Et une tendance qui continue à interconnecter de plus en plus les choses. Je vais juste donner un dernier exemple et terminer là-dessus. On a une réglementation depuis 2018 au niveau européen qui s'appelle eCall et qui demande que les véhicules neufs soient dotés d'une connexion mobile pour signaler une situation d'urgence pour réduire les temps d'intervention des dispositifs des dispositifs de secours et qui fonctionne très bien dans cet objectif-là, c'est-à-dire que ça réduit à peu près d'un facteur 2 le temps d'intervention
en cas d'accident sur des véhicules qui en sont dotés, mais qui pose un vrai problème parce qu'on avait des véhicules qui n'étaient pas connectés à Internet et qui maintenant réglementairement doivent l'être, ce qui augmente considérablement la surface d'attaque des véhicules, donc des vulnérabilités qui n'étaient pas véritablement problématiques dans des véhicules qui n'étaient pas connectés à Internet le deviennent quand ces véhicules sont connectés, comme on l'a vu avec la Jeep Cherokee. Voilà, ça conclut ma présentation.